qui me tient à cœur depuis longtemps. En fait, ça fait près de 20 ans là, que j'œuvre un petit peu dans la formation à distance en commençant par les premiers campus virtuels en France. Ensuite, je suis venue vivre au Québec et puis donc j'ai pu enseigner et encadrer des étudiants dans les cours asynchrone, principalement à la TELUC, qui est l'université à distance, unimodale, la seule université de ce type dans la francophonie. Donc, en lien avec l'encadrement, j'ai appris, comme beaucoup d'autres personnes, sur l'État. Et puis, par la suite, j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus, à parler avec d'autres personnes qui encadrent, à comprendre que, bon, la façon d'encadrer soulève beaucoup de questions, les compétences ne sont pas claires. Bref, ça fait plusieurs années là, donc, que je m'y intéresse. Et aujourd'hui, il me fera plaisir de partager avec vous une réflexion basée sur une recherche, mais je vais vraiment la centrer sur des aspects plus pratico-pratiques, les aspects davantage de perception, finalement, des compétences en encadrement à distance. Donc, durant la présentation, très brièvement, là, une petite définition de qu'est-ce qu'un cours asynchrone, qu'est-ce qu'encadrement des étudiants. Je vous présentais brièvement le contexte, celui des cours asynchrones à l'Université TELUC. Et puis ensuite, le projet référentiel des compétences en encadrement à distance à la TELUC que j'ai eu le plaisir de mener avec un groupe de travail. Donc, ce projet a eu deux phases. Il s'est étendu sur plusieurs années. Les suites sont à voir, comme dans beaucoup d'autres organisations, l'encadrement à distance et plus généralement la formation à distance soulève beaucoup de questions avec le fait que de plus en plus d'étudiants suivent ce genre de cours, mais en même temps, avec le développement des technologies, la nouvelle génération d'étudiants, les demandes d'interaction immédiate, bien ça génère aussi beaucoup de questions de la part des enseignants que nous sommes. Donc, je vous présenterai ce projet et je me concentrerai, c'était quand même un projet assez important là, mais je me concentrerai vraiment sur la question suivante, comment les tuteurs et les tutrices perçoivent certaines de ces compétences, notamment les compétences liées à la relation d'aide. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'un cours asynchrone? Je pense que vous le savez là, tous. C'est un cours, un dispositif d'apprentissage enseignement dans lequel des technologies de communication sont utilisées pour soutenir l'interaction entre les apprenants et les enseignants, incluant la correspondance postale, comme c'était souvent le cas autrefois, les téléphones ou les outils de communication par ordinateur. C'est un cours dans lequel les échanges avec d'autres étudiants, les enseignants ou d'autres intervenants se font en temps différé, ne nécessitent pas donc de connexion simultanée, de coprésence, on pourrait dire. Que veut dire différé dans ce contexte? Évidemment, vous voyez bien déjà qu'on peut se poser des questions sur cette différence dans les temps. Elle devrait être de combien? Est-ce qu'il est acceptable de répondre, par exemple, 3 semaines après à une question de l'étudiant? Est-ce que c'est une façon correcte de faire? Donc, finalement, quelles sont les compétences des personnes qui encadrent des étudiants, qui communiquent avec des étudiants, qui interagissent avec des étudiants dans ce genre de cours? Et une autre question, donc cela nous amène comme à l'autre question, c'est un cours asynchrone, est-il un cours autoportant? On entend souvent ce terme-là, autoportant. Ça veut dire quoi, autoportant? Ou juste, ça dépend des définitions. Il y a une définition qui a été proposée il y a quelques années par M. Loisel, qui a été reprise dans un rapport sur la formation à distance du Conseil supérieur de l'éducation en 2015. Donc, qu'est-ce qu'il disait, M. Loisel? Il disait « Les cours autoportants sont des cours qui visent à être complets dans son matériel, etc. etc. » Le Conseil supérieur de l'éducation a repris cette définition, mais en changeant quelque peu. Il a remplacé « vise » par « sont ». Les cours autoportants sont donc des cours dans lesquels le matériel est suffisamment complet pour que l'étudiant y chemine sans aide, sans encadrement. Évidemment, cette interprétation peut être questionnée. Moi, personnellement, je la questionne. Un cours asynchrone
Peut-il évidemment être un cours complètement autoportant dans lequel l'encadrement n'est pas nécessaire ou n'est pas souhaitable, que ce soit, il peut ne pas être souhaité de la part de l'étudiant, de l'apprenant lui-même, mais est-ce que c'est vraiment un cours qui est, comme on le dit en anglais, teacher-proof, qui ne nécessite aucune interaction avec l'enseignant, aucune aide, aucun soutien de la part de l'enseignant, ben, c'est vraiment cette thématique-là qui est au cœur de toutes les recherches sur l'encadrement à distance dans les cours asynchrones. Donc, qu'est-ce que encadrement des étudiants? Ça aussi, c'est un terme qui est assez vague et on rencontre on rencontre certaines différences, surtout qu'on peut aussi préciser ces différences-là dans la signification de ces termes quand on compare avec la recherche qui s'est faite du côté anglophone. Donc, du côté anglophone, on distingue l'encadrement au sens large, encadrement académique, encadrement programme, on pourrait dire là, et on l'appelle soutien à l'apprentissage ou soutien académique, learner support. Donc, dans cet encadrement au sens large figurent les différents services offerts par des acteurs tels que les conseillers à l'orientation, les bibliothécaires, les psychologues, les coordonnateurs, les agents de la gestion des études, etc. Donc, on peut penser finalement à tout l'écosystème des services autour de l'apprenant. Et donc, l'encadrement au sens restreint dans les cours, ça fait partie de l'encadrement au sens large, mais c'est vraiment une question finalement de l'encadrement qui va être effectué par les enseignants dans le cadre des cours. La plupart du temps, on va parler de la fonction d'aide, de conseil, d'assistance individualisée ou de l'aide à la collaboration en ligne. Évidemment, la rétroaction et l'évaluation en font partie. Donc, j'ai mis ici une référence à mon article sur ce sujet-là qui décortique un petit peu ces différentes significations. Alors, le projet dont je vous parle, là, qui nous amène à réfléchir sur cette question des compétences en encadrement à distance, est celui des cours asynchrones à la télé. Donc, à la télé, la conception pédagogique et didactique des cours est faite par les professeurs. Donc, les professeurs conçoivent des cours qui ensuite sont suivis par des étudiants qui s'inscrivent de façon continue à des moments qu'ils souhaitent. D'une certaine façon, c'est vraiment un modèle de l'inscription continue dans lequel chaque étudiant va cheminer à son rythme. Et donc, l'encadrement qui va être offert, c'est lui par différents corps de métier chez nous, différents corps professionnels. Il y a donc des personnes tutrices, des tuteurs et des tutrices qui encadrent au premier cycle principalement, des chargés d'encadrement qui encadrent au deuxième cycle et des professeurs depuis quelque temps. Le modèle de l'enseignement à la télé a énormément changé et les professeurs aujourd'hui encadrent aussi dans tous leurs cours des étudiants. Donc, l'encadrement, il est fait évidemment en moyen des outils de communication, en pensant au téléphone, notre premier outil probablement autrefois, mais aujourd'hui, c'est plutôt à celui-ci, n'est-ce pas, le téléphone intelligent, surtout utilisé par nos étudiants, de plus en plus difficile à joindre d'ailleurs, le courriel, et puis les forums de discussion qui, dans le cadre des cours asynchrones suivis de façon individualisée, comme ça, sont très peu utilisés à la télé, en tout cas à ma connaissance. Il y a peut-être des choses qui ont changé depuis le temps que nous avons réalisé le projet, mais le fait est, c'est que l'encadrement dans les forums de discussion n'a pas fait vraiment objet de réflexion dans le cadre de ces projets. Donc, il s'agit plutôt de l'encadrement individualisé des étudiants. Donc, évidemment, l'évaluation fait partie de l'encadrement. C'est une tâche très importante de l'encadrement, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Donc, le projet. Conception et validation d'un référentiel de compétences en encadrement à distance à la TELUC. Donc, c'était vraiment un projet de conception d'un référentiel très contextualisé parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'existe pas grand-chose dans les publications qui ont été faites jusqu'à ce jour sur les compétences vraiment adaptées ou qui correspondent bien au contexte de l'encadrement à la TELUC.
Donc, la question posée au départ, c'était quelles sont les compétences pour réaliser un encadrement de qualité dans les cours asynchrone à la TELUC. Le projet a été initié par la direction de l'encadrement, ça fait maintenant déjà plusieurs années, et il s'est déroulé en 2 phases. Une première phase qui était celle de conception collaborative par le groupe de travail d'un référentiel de compétences, qu'on va appeler ici référentiel version 1. Et ce référentiel-là, ensuite, a été soumis à la phase 2, à une enquête, à une validation auprès d'un groupe de tuteurs et tutrices expérimentés, ce qui a donné quelque chose qu'on peut appeler référentiel version 2. Et donc, ces 2 référentiels, comme vous allez voir, ne se ressemblent pas tout à fait parce que justement, la validation par enquête a démontré qu'il y a des différences de perception des compétences entre le groupe de travail et les tuteurs et les tutrices qui ont été interrogés dans l'enquête. Donc, le groupe de travail était composé de 5 personnes tutrices, femmes. Il y avait un homme, mais il s'est désengagé de notre groupe, qui ont été toutes très engagées professionnellement, qui réfléchissaient à leur pratique, qui ont mis en place déjà quelques initiatives sur la question de l'amélioration de l'encadrement. Donc, le premier référentiel, il a consisté en 11 compétences et 56 éléments de compétences ou sous-compétences. Donc, je vous passe là toute la méthodologie de c'est quoi la compétence, comment on construit le référentiel de compétences. Si vous êtes intéressé, vous pourrez m'écrire à ce sujet, on pourrait échanger là-dessus. Mais donc, l'important ici, c'est de voir là qu'il y a eu donc un ensemble de compétences, c'était comme des énoncés très généraux. Et chacun de ces énoncés avait des sous-énoncés, on pourrait dire, des sous-compétences ou des éléments de compétences. Je vais utiliser par la suite plutôt le terme compétences pour rendre les choses un petit peu plus simples pour les deux. Donc, les compétences déterminées par le groupe de travail, les 11 compétences, donc celles du niveau le plus générique, ont été les suivantes. Manifester une attitude professionnelle, établir et maintenir une relation personnalisée de soutien pédagogique tout au long de l'activité d'encadrement d'une étudiante, soutenir la motivation de l'étudiant à apprendre, persévérer et réussir dans le contexte de la formation à distance, appliquer son expertise du contenu enseigné dans le cours pour soutenir l'étudiant au plan cognitif, soutenir l'étudiant dans l'acquisition et le développement d'une démarche d'apprentissage autonome, soutenir l'étudiant dans la réalisation des travaux et des examens du cours, évaluer, corriger et noter les travaux et les examens de façon équitable et impartiale, organiser son travail de façon efficace et efficiente, s'exprimer clairement en utilisant les moyens de communication appropriés, contribuer à l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement à la TELUC et utiliser divers moyens pour favoriser son développement professionnel. Donc, ceux d'entre vous qui sont familiers un petit peu avec les référentiels des compétences des enseignants retrouvent probablement certains énoncés ici, tels que ceux qui sont liés au développement professionnel, l'attitude professionnelle, donc les personnes tutrices qui faisaient partie de notre groupe de travail se considéraient comme telles et valorisaient donc cet aspect-là de leur travail. Un autre énoncé est celui qui concerne l'amélioration continue de la qualité. Donc, on pourrait dire que c'est aussi une compétence qui est liée finalement à l'action professionnelle, l'attitude professionnelle. 2 autres concernent plutôt l'organisation du travail et puis la communication. Donc, on pourrait dire les compétences transversales de base pour effectuer de façon correcte cet encadrement à distance. Et enfin, cette compétence-là, évidemment, c'est une compétence d'évaluation importante, mais ce qui reste, finalement, quand on les enlève, on voit qu'on a 5 compétences qui sont plutôt d'ordre, on pourrait dire, pédagogique ou didactique, de soutien, de conseil, d'aide à l'apprentissage. Donc, je vous propose aujourd'hui de nous concentrer vraiment sur ces compétences-là qui, comme vous allez voir, sont intéressantes et importantes dans notre réflexion pédagogique. Alors,
avec ces référentiels de compétences, à la phase 2 du projet, on a pensé, le groupe de travail a pensé finalement aller plus loin et faire une enquête. Donc, nous avons fait une enquête en utilisant une échelle de Likert avec des énoncés possibles, fortement d'accord, d'accord, en désaccord, fortement en désaccord, je ne sais pas. Donc, l'objectif était de finalement prendre le pouls, voir comment les tuteurs expérimentés se positionnent par rapport à ces énoncés, on pourrait dire idéaux, des compétences telles que déterminées par le groupe de travail. Donc, nous avons mis en place quelques critères de sélection des tuteurs et tutrices expérimentés. Il fallait qu'ils aient accumulé au moins 2 ans d'expérience au moment de l'enquête et un minimum 45 assignations. Donc, une assignation, c'est en fait un étudiant. La façon dont les tuteurs sont rémunérés, c'est par rapport au nombre d'étudiants qu'ils encadrent. Donc, en fait, un étudiant, c'est une assignation pour la session. Donc, nous avons sélectionné dans le groupe d'environ, à l'époque, peut-être 150 tuteurs, personnes tutrices donc, qui interviennent au premier cycle, 98 répondants qui, pour la plupart, ont bien participé. Donc, nous avons eu un taux de réponse de 82% à peu près. Et la question qui a été posée était la suivante. D'après votre expérience, pour offrir un encadrement de qualité aux étudiants qui poursuivent leurs études à la TELUC, les tuteurs et les tutrices devraient-ils maîtriser les compétences énoncées ci-dessous? Donc, c'est là, il fallait qu'ils se prononcent, s'ils sont d'accord fortement ou pas, etc. Et nous avons aussi posé quelques questions complémentaires sur la formation, l'appréciation des compétences, le sentiment de maîtrise. Si on a le temps, je pourrais peut-être y revenir si vous le souhaitez. Donc, la passation était anonyme et confidentielle. C'était un envoi postal. 80% des participants qui nous ont répondu ont rédigé des commentaires libres. Ils avaient cette possibilité. Donc, je vous présente rapidement le profil des répondants parce que c'est important pour comprendre ce qui s'en vient là, un petit peu avec les résultats. Donc, c'était vraiment moitié homme, moitié femme. Et puis, en ce qui concerne l'expérience, donc 54% de ces tuteurs avaient déjà une certaine ancienneté, plus de 20 ans de travail en tant que tuteur ou tutrice. 60% d'entre eux ont encadré entre 5 et 14 cours différents. Et puis, donc, 37% ont encadré entre 61 et 150 étudiants par session. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de la diversité de cours encadrés, donc la diversité, on pourrait dire, de l'expérience et aussi l'intensité de cette expérience. Parce que le nombre d'étudiants par cours varie, ça dépend des cours. Donc, parfois, il y a des cours avec beaucoup d'étudiants et parfois, évidemment, il y en a moins. Donc, pour 47% de nos répondants, le tutorat était leur unique emploi. Et nous avons plusieurs départements, école des sciences d'administration, sciences humaines, langue et communication, sciences et technologies, éducation. Donc, la répartition de ces personnes entre les départements correspond à peu près à la réalité, c'est-à-dire ESA, école des sciences d'administration, est notre département le plus important avec le plus de cours et le plus d'étudiants, etc. Donc, ça correspondait pas mal. Enfin, on leur a posé la question et puis donc on a su que 80% d'entre eux ont suivi au moins un cours dans le domaine de la pédagogie, communication, psychologie ou sciences sociales. Mais ce ne sont pas des tuteurs qui ont forcément une vraie formation pédagogique à la base. Donc, je reviens aux compétences, là, celles auxquelles on va s'intéresser ici. Donc, les 5 compétences qui sont plus avec les étoiles, là, les compétences plus pédagogiques. Donc, chacune de ces compétences a eu des sous-compétences. Donc, les questions qui ont été posées aux tuteurs, c'était d'évaluer non pas la compétence générale, mais bien les sous-compétences. En fait, parce qu'une certaine façon, les sous-compétences, elles donnent toute la signification de cette compétence générale. Ils sont aussi plus, on pourrait dire, plus précis. Donc, de quelle façon, qu'est-ce que ça nous a donné, le résultat finalement de cette enquête? Il a démontré qu'il existe un écart important entre le groupe de travail et les répondants sur ces compétences pédagogiques et didactiques. Ce que veut dire que donc, certaines sous-compétences déterminées par le groupe de travail n'ont pas été validées par les répondants. Ces sous-compétences concernent la relation d'aide. Certaines de ces sous-compétences semblent donc être valorisées davantage
davantage par les tutrices, donc par les femmes, que par les tuteurs hommes, et davantage par les tutrices et les tuteurs qui ont plus d'ancienneté et qui ont encadré un plus grand nombre de cours. Donc, en fait, sur l'ensemble du référentiel, les compétences en lien avec leur attitude professionnelle, le développement professionnel, il y en a eu qui ont eu vraiment une très grande adhésion de nos répondants. Et les compétences dans lesquelles on constate le plus d'écart et le plus de différences, c'est vraiment ces compétences pédagogiques et didactiques. Donc, évidemment, l'ensemble de ces énoncés de compétences, on pourrait dire, c'est comme des souhaits, là. Ce serait chouette là, que chacun fasse ça. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que pour la plupart de nos répondants, ces énoncés idéaux représentaient comme un exemple ou un idéal de bonne pratique. Donc, du coup, la plupart d'entre eux sont quand même positionnés favorablement envers ces compétences-là. Pour déterminer l'écart, nous avons pris comme outil finalement le fait que 50% qu'une compétence, qu'il existait des compétences pour lesquelles 50% de nos répondants ne répondaient pas très favorablement. Donc, c'était comme une façon d'établir un seuil dans l'ensemble de leurs réponses qui allait quand même beaucoup dans le sens des compétences énoncées. Le fait qu'il y a eu des compétences pour lesquelles la moitié des répondants ne disaient pas je suis très d'accord avec l'énoncé, alors que pour d'autres, pratiquement, on était à 70, 80 ou 90% d'accord de ce type. Donc, on s'était dit, OK, il y a quelque chose peut-être qui se passe là, donc voyons quoi plus exactement. Donc, voilà comment ça se présente pour ces compétences pédagogiques, les éléments sur lesquels donc, les tuteurs et les tutrices ont été sondés. Donc, ces éléments sont les suivants. Pour la compétence établir et maintenir une relation personnalisée de soutien pédagogique tout au long de l'activité d'encadrement, on a les sous-éléments cerner au début du cours les besoins et les attentes de l'étudiant en matière d'encadrement, utiliser l'information pertinente sur le profil académique, professionnel et personnel de l'étudiant afin de pouvoir établir avec lui un contact personnalisé, établir une relation de confiance qui favorisera les échanges ultérieurs, appliquer les principes d'une relation d'aide en ajustant ses interventions aux besoins exprimés par l'étudiant et apporter son soutien à l'étudiant de manière à favoriser le développement de son autonomie. Donc, le groupe de travail, les étoiles que vous voyez, c'était toutes ces compétences-là qu'il a déterminées suite à un an, finalement, de nos discussions et des modélisations de compétences que nous avons menées. Les répondants ont décrété qu'ils étaient très favorablement d'accord à plus que 50% d'entre eux, seulement avec ces deux-là. Établir une relation de confiance qui favorisera les échanges ultérieurs et apporter son soutien à l'étudiant de manière à favoriser le développement de son autonomie. Donc, les trois autres, on pourrait dire, hop, ils étaient beaucoup moins valorisés. Et en même temps, avec nos tests statistiques que nous avons pu mener, étant donné quand même le nombre suffisamment important de répondants, on a constaté que certaines de ces compétences sont vraiment plus valorisées par les femmes. L'accord des femmes, les femmes sont surreprésentées dans celles qui sont fortement d'accord. Donc, vous pouvez voir ici, donc celle-ci, utiliser l'information pertinente, les femmes la valorisent davantage. Oups, je vais revenir en précédent. Les femmes la valorisent davantage, de même que celle-ci, apporter son soutien à l'étudiant. Établir une relation de confiance, les femmes, donc les personnes sont de plus en plus favorables avec cet énoncé en fonction de leur ancienneté et du nombre de cours encadrés. Donc, plus ils ont d'expérience, on pourrait dire, et plus ils ont encadré de cours, plus ils sont d'accord. D'autres, donc, pour lesquels joue l'ancienneté, c'est celle-ci ici, cerner au début du cours les besoins et les attentes de l'étudiant en matière d'encadrement. OK, passons à la compétence suivante. C'est soutenir la motivation de l'étudiant à apprendre, persévérer et réussir dans le contexte de la formation à distance. Ici également, donc, vous voyez les compétences établies par le groupe de travail et vous voyez celles qui finalement c'est la moitié pour lesquelles
Les répondants ont été d'accord. Et encore des différences significatives en ce qui concerne les femmes. Rassurer l'étudiant sur sa capacité de réussir les cours. Et par rapport au nombre de cours dont on a eu l'expérience, qu'on a pu encadrer, il y en a aussi ici des différences significatives. Donc, parmi ces énoncés de compétences, se situe ici stimuler l'intérêt de l'étudiant envers la matière du cours, communiquer une vision positive de l'adulte qui poursuit des études universitaires, valoriser l'effort fourni par l'étudiant pour intégrer les connaissances transmises dans les cours. Donc là, ils étaient bien d'accord avec ça. Fournir une rétroaction constructive et rapide à l'étudiant qui soumet un travail noté. Très d'accord avec ça. Ça, c'est en fait un de nos top, c'est vraiment le top one probablement de toutes les compétences, aussi selon les fonctions, là, selon les commentaires et les besoins de formation que nous avons recueillis dans le sondage. Rassurer l'étudiant sur sa capacité de réussir les cours. Les femmes valorisent davantage cette compétence, mais dans l'ensemble, nos répondants la valorisent aussi. Au besoin, conseiller l'étudiant sur la mise à niveau des connaissances et compétences nécessaires pour améliorer ses chances de réussite. Au besoin, conseiller l'étudiant sur son choix de cours en fonction de ses projets et ses intérêts professionnels ou le référer à une source compétente. Ben, ça, c'était beaucoup moins valorisé. Et donc, mais quand même, il y a ici aussi une différence significative par rapport aux personnes, concernant les personnes qui ont encadré un plus grand nombre de cours. OK. La compétence suivante, une compétence plus didactique, on pourrait dire, appliquer son expertise du contenu enseigné dans le cours pour soutenir l'étudiant. Oups, je ne vois pas. Voilà, pour soutenir l'étudiant. Attendez un petit peu, je vais y revenir. On dirait que ça a bloqué. Ah, voilà. Non, ce n'est pas celle-là, c'est encore la précédente. Voilà. Appliquer son expertise du contenu enseigné dans le cours pour soutenir l'étudiant au plan cognitif. Ici, donc, on a aussi plusieurs énoncés. Répondre de façon ouverte et positive aux interrogations sur le contenu du cours. Les répondants ont été d'accord. Aider l'étudiant à exprimer ses difficultés de compréhension du contenu. Les répondants ont été d'accord. Aider l'étudiant à faire les liens entre ses connaissances antérieures et les notions enseignées dans le cours. Là, nous n'avons pas eu cet accord-là. Expliquer les notions théoriques du cours dans des termes plus accessibles ou de façon imagée à l'étudiant qui éprouve des difficultés de compréhension. On a un accord ici et cet accord aussi augmente avec l'ancienneté. Illustrer et contextualiser au besoin les notions abordées dans le cours en tenant compte de la réalité de l'étudiant, son milieu de travail, ses antécédents scolaires, sa culture. Ici, on n'a pas d'accord, mais on voit là qu'il y a une différence qui se joue lorsqu'on a plus d'expérience en ce qui concerne l'ancienneté. Aider l'étudiant à appliquer les notions théoriques dans la réalisation des travaux pratiques. Ici, on a un accord et l'accord augmente avec le nombre de cours encadrés. Aider l'étudiant à s'approprier et à utiliser à bon escient le vocabulaire du champ d'études. Et sensibiliser l'étudiant à la valeur des connaissances transmises dans le cours pour son développement personnel et professionnel. Excusez-moi, il y a quelque chose qui a sauté ici, mais c'est bien ça. En fait, je pense que c'est vraiment juste pour son développement professionnel. Donc ici, on n'a pas d'accord de répondants. Donc là, la compétence suivante est celle-ci. Soutenir l'étudiant dans l'acquisition et le développement d'une démarche d'apprentissage autonome. On voit qu'on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 énoncés élaborés par le groupe de travail et l'accord des répondants est seulement sur 2. Par contre, on a quand même pas mal de différences en fonction de l'ancienneté et en fonction si on est une femme. Alors, sensibiliser l'étudiant à l'importance d'une démarche d'apprentissage autonome. Les répondants sont d'accord et un accord qui augmente avec... un accord qui diminue ici avec l'ancienneté. Allez savoir pourquoi. Bonne question à explorer. Aider l'étudiant à exprimer tout au long de sa démarche d'éventuelles difficultés d'apprentissage. Les femmes valorisent davantage cette compétence. Aider l'étudiant à s'approprier les visées pédagogiques du cours, les démarches d'apprentissage et les modalités d'évaluation. Les répondants ne sont pas d'accord. Responsabiliser l'étudiant quant à sa gestion des travaux au regard des échéances du cours et de ses contraintes personnelles.
Là, nous avons un accord de répondant. Proposer à l'étudiant des moyens et des stratégies d'organisation et de gestion de son temps d'études. On a une différence significative pour les femmes. Aider l'étudiant à acquérir et utiliser ces stratégies d'études permettant d'apprendre à apprendre. Les répondants n'ont pas valorisé celles-ci. Orienter et conseiller l'étudiant sur les sources documentaires en lien avec les cours. Ici non plus, on n'a pas d'accord, mais on a une différence en fonction de l'ancienneté. Et soutenir le développement des compétences méthodologiques en lien avec les cours. On a une différence pour les femmes et pour l'ancienneté. Enfin, la dernière compétence, qui fait partie de ces compétences pédagogiques et didactiques, c'est soutenir l'étudiant dans la réalisation des travaux et des examens du cours, préciser et clarifier au besoin les consignes des travaux notés, aider l'étudiant à repérer et à appliquer les notions théoriques dans la réalisation des travaux pratiques, offrir au besoin son assistance à l'étudiant dans la réalisation d'une recherche documentaire et aider l'étudiant à se préparer aux examens s'il y a lieu. Donc, la seule, finalement, qui a été retenue par les répondants à plus de 50% très d'accord, c'est donc la première, préciser et clarifier les consignes de travaux notés, mais on a une différence aussi significative en fonction de l'ancienneté lorsqu'il s'agit ici d'offrir au besoin l'assistance à l'étudiant. Alors, les seules autres différences statistiquement significatives aussi, parce qu'on a vraiment exploré l'ensemble de ce qui pouvait se jouer là, c'est aussi des différences concernant les femmes. Donc, les femmes sont plus nombreuses à se prononcer très d'accord par rapport à cet énoncé-là de compétences. Donc, élaborer et améliorer au besoin ces méthodes et ces outils de travail pour encadrer ses étudiants. Et elles sont aussi plus nombreuses à valoriser la compétence suivante, utiliser ces compétences rédactionnelles pour rédiger rapidement et correctement les courriers et les rétroactions sur les travaux notés. Donc, parmi ces compétences, finalement, il y a une compétence qui se démarque. En fait, c'est une sous-compétence de notre compétence établir une relation, soutenir la motivation de l'étudiant tout au long et tout ça. Donc, cette sous-compétence, c'est établir une relation de confiance qui favorisera les échanges ultérieurs. Donc, sa valorisation augmente avec l'ancienneté et le nombre de cours, l'expérience. Sa valorisation donc, est plus importante parmi les femmes. C'est aussi une compétence qui a généré le plus de commentaires libres de la part de nos répondants. Elle a été classée au premier rang des besoins de formation de nouveaux tuteurs. Et elle a été classée au troisième rang des besoins de formation de tous les tuteurs. Et elle figure parmi les 10 compétences les plus appréciées des étudiants selon les tuteurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les commentaires libres? Donc, nous avons, j'ai réalisé une analyse de contenu de tous les commentaires. Donc, 80% des énoncés qui ont été produits concernent les 5 compétences suivantes. Donc, établir et maintenir une relation personnalisée de soutien pédagogique tout au long de l'activité d'encadrement. 79 énoncés ont été produits là-dessus. Contribuer à l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement, manifester une attitude professionnelle, évaluer et puis appliquer. Bon. On va s'intéresser donc à cette première-là, c'est vraiment, on se note donc top one là, des compétences pédagogiques, on pourrait dire. Alors, là, on a pu classer les énoncés là, sur cette compétence en différents sous-thèmes. Donc, un sous-thème qui se dégage, c'est vraiment la personnalisation, donc la personnalisation de la relation éducative, l'ouverture, la confiance, la disponibilité, l'empathie, l'appel de démarrage. Et puis la dernière, je ne la vois pas moi-même. Attendez, je vais revenir. Désolée. Précédent. Voilà. La relation d'aide. Voilà, la relation d'aide. Alors, en quoi ont consisté ces commentaires-là? Je vais vous donner des exemples ici, plusieurs, pour illustrer un petit peu la façon dont les tuteurs qui ont été répondants à cette enquête ont souhaité commenter ce que finalement toutes les réflexions que cela leur a mené et ce qu'ils voulaient partager avec
avec nous qui avons réalisé cette enquête. J'ai écrit ici, donc ce sont des commentaires libres de répondants sur la relation d'aide, parce que de façon finalement la plus générale, on pourrait dire, bon, ce dont il parle ici, c'est bien de la relation d'aide. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les tuteurs? Donc, celui-ci, il dit, il faut pouvoir adapter notre aide et support selon les attentes et les caractéristiques de l'étudiant. Selon moi, on ne peut pas avoir exactement la même approche envers chacun. Un autre dit, certains étudiants ont besoin d'encadrement et de suivi plus important de la part du tuteur, tandis que d'autres ne manifestent pas du tout les mêmes besoins. Il est très difficile de généraliser. Donc, encore un autre commentaire là, qui souligne qu'il y a vraiment des différences entre les étudiants. Il y a une distinction à faire entre un apprenant qui a son ou à ses premiers cours à la TELUC, un apprenant qui se sent insécure dans sa démarche d'apprentissage, un apprenant qui a de l'expérience en formation à distance et qui est très autonome dans ses apprentissages. Donc, il y en a un qui dit, ou une, il est important que le tuteur consulte le dossier d'étudiant. Avant de contacter un étudiant, je vérifie s'il a déjà eu un cours avec moi. Cela favorise l'échange et cela dénote une image d'importance auprès de l'étudiant. Pour moi, ce qui est fondamental est le premier contact avec mon étudiant. Ce dernier me permet de développer un sentiment de confiance, de vérifier sa motivation et de lui offrir le soutien dont il aura besoin tout au long du cours et ce, de façon personnalisée. Établir un bon contact de démarrage, lettres et appels personnalisés afin de sécuriser l'étudiant. Il y a le malaise des étudiants à recourir au service des tuteurs. Ils pensent nous déranger. Je les rassure sur ce point dès le contact téléphonique de démarrage en les encourageant à avoir recours à mes services au besoin. Un nouvel étudiant à la TELUC n'a aucune idée de ce qu'il attend à tous les niveaux et reçoit tellement d'informations qu'il s'y perd quelquefois. Cet investissement de 10 ou 15 minutes, en fait là il parle de contact de démarrage, me permet maintenant de sauver beaucoup de temps durant la session en évitant de traiter des problèmes déjà réglés lors de l'appel de démarrage et permet surtout de confirmer mon rôle auprès de la clientèle. D'autres commentaires sont beaucoup moins roses, on pourrait dire. Donc, celui-ci dit qu'il se prononce indécis car je crois que les tuteurs ont avantage à pouvoir mettre en œuvre ce genre de soutien, mais sur demande seulement. Selon moi, il n'appartient pas au tuteur de questionner l'étudiant sur sa vie, son cheminement, ses projets, ni de jouer un rôle d'aidant naturel si l'étudiant a des problèmes personnels. Nous ne sommes pas non plus des conseillers en orientation. Je crois sincèrement que le ou la tutrice doit comprendre le rôle d'accompagnateur qu'il ou elle joue auprès des étudiants. Pour bien des étudiants, l'université, c'est sérieux. Pour cela, le temps doit rester professionnel. Comme la relation se passe entre deux personnes qui ne se verront pas, le contexte favorise la confidence. Pour cela, pas besoin de porter la cravate, mais attention de ne pas jouer au thérapeute. Il est important que l'étudiant soit responsabilisé. On peut l'aider, mais on ne peut pas faire le cours à sa place. Il est important qu'il développe son autonomie. Il a choisi des cours à distance, donc c'est la base de l'autonomie. Il y a une personne ressource pour l'aider, mais son cheminement est évidemment plus autonome. Nous pouvons aider les étudiants, nous pouvons favoriser leur motivation, mais le tuteur doit quand même sentir une certaine volonté de réussite de la part de l'étudiant. Donc, tout cela, finalement, m'amène à vous proposer des pistes de réflexion et d'action, si possible. Je pense qu'il y a vraiment lieu de réfléchir sur, finalement, mais c'est quoi cette relation d'aide qui est à la fois favorisée et valorisée, mais en même temps, en quoi elle consiste exactement dans les cours asynchrones? Quelles seraient ses limites? Quels sont ses liens avec l'autonomie et l'autodirection des étudiants dans les cours asynchrones? Comment la cerner dans un contexte organisationnel et institutionnel particulier? Bon, la TELUC, on fait un certain type de cours, on a un certain type de modèle organisationnel avec un cheminement individualisé tout au long de l'année. Ce n'est pas le cas partout.
On a aussi certains types d'étudiants, souvent plus âgés que peut-être dans d'autres contextes, surtout au cégep, ce n'est pas la même chose. C'est aussi des étudiants souvent qui travaillent, qui viennent avec une motivation, souvent comme on dit, intrinsèque, là, bien précise. Là, ils font les cours parce qu'ils savent que ça va leur apporter quelque chose dans leur vie professionnelle pour la plupart. Mais chaque contexte est particulier, donc probablement qu'il faut regarder donc cette affaire de relations d'aide de façon très contextualisée. Donc, quelle importance on lui accorde dans un contexte particulier? Est-ce qu'on souhaite développer l'autonomie? Est-ce qu'on souhaite aider les étudiants à réussir au mieux? De quelle façon on articule ces différentes exigences qui parfois peuvent paraître contradictoires? Donc, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit former les personnes encadrant les étudiants sur la relation d'aide? Donc, parmi les questions qu'on nous a posées dans les commentaires, ça ressortait pas mal. Mais c'est quoi au juste la relation d'aide? Hein? C'est quoi mon rôle en tant que professionnel? Je ne suis ni un thérapeute, ni un conseiller d'orientation. Alors, qui suis-je un petit peu? Qui suis-je lorsque je suis tuteur en formation à distance qui encadre des étudiants? Qui encadre des étudiants, parfois de très nombreux étudiants. Donc, est-ce qu'on peut les former? Est-ce qu'on doit les former? Et si on doit les former, alors comment, évidemment? Voilà, donc je pensais ne pas faire trop long, je n'ai pas tout à fait... Ah, je suis dans les temps. Pour laisser les temps à la discussion, il me ferait plaisir donc d'accueillir vos commentaires et vos questions. Oui, merci beaucoup, Béatrice. En fait, peut-être qu'on pourrait revenir à la diapositive de questionnement, de pistes de réflexion, puis on pourrait voir si on a des participants là, qui ont envie d'interagir par rapport à ça. Fait qu'on peut prendre des questions dans le clavardage ou encore, vous pouvez ouvrir votre micro, lever la main si vous voulez intervenir. Si on a un commentaire, merci beaucoup. Présentation et pistes de réflexion très intéressantes. Je vais mettre dans le clavardage pour ceux qui quitteraient, là, pour évaluer l'atelier de Mme Pudelco. Puis, entre-temps, c'est ça, ceux qui ont des commentaires, on est prêt à les prendre. Je pense qu'on a ici Anne qui dit « Et puis, doit-on former les personnes encadrant les étudiants sur la relation d'aide? » OK, c'est ça. En fait, elle pose la question, mais je pense que vous, c'est une question ouverte que vous posez à l'assistance. Est-ce que vous pensez que... Ah, OK. La question s'adresse à moi cette fois-ci? Oui, c'est ça. Oui, je pense qu'on doit les former. Je pense qu'on devrait les former, mais je pense qu'il y a vraiment une étape importante à faire avant cette étape de formation. C'est d'engager un dialogue. Ça dépend beaucoup des contextes institutionnels, organisationnels. Ça va dépendre de la charge du travail, ça va dépendre de l'importance que l'organisation accorde à l'encadrement. Dans la formation à distance aujourd'hui, on a beaucoup une pression à diminuer finalement le temps consacré aux étudiants. Alors, on ne peut pas, je pense, s'engager dans finalement la formation. Mettre en place une formation sur la relation d'aide, c'est déjà admettre que oui, l'encadrement est important, que oui, on peut le faire, oui, on doit le faire et on peut le faire mieux. Donc, maintenant, quel genre de formation sur la relation d'aide? Je pense qu'il y a des aspects certainement plus théoriques. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qu'on appelle les métiers de service à autrui qui sont concernés par la relation d'aide. Et puis, il y a énormément de littérature scientifique qui commence à apparaître là-dessus et sur la professionnalisation aussi de ces métiers de relations à autrui. Maintenant, c'est comme une relation d'aide, ce n'est pas une compétence technique, c'est une compétence relationnelle. Alors forcément, ça touche la personnalité de chacun. Donc, c'est difficile de former ou de développer les compétences liées à ce type de relation finalement avec autrui de façon uniquement scolaire. Tiens, je vais vous dire là quels sont les points à respecter ou je pense que ça va vraiment davantage avec des stratégies du genre, communauté de pratique, quelque chose vraiment qui peut se développer à plus long terme dans une discussion de cas
parce qu'aussi dans chaque milieu, finalement, les professionnels développent des façons de faire. C'est eux qui connaissent les étudiants, c'est eux qui sont dans un certain contexte organisationnel. Donc, je pense qu'il est important que déjà les gens qui encadrent les étudiants aient des espaces d'échange et de dialogue là-dessus. Et c'est seulement dans ces espaces-là qu'on peut vraiment traiter des connaissances plus théoriques et finalement faire que les deux, comment on pourrait le dire, s'interfécondent mutuellement. C'est bon, merci Béatrice. On avait André qui voulait intervenir par micro, puis après ça, on a quelques commentaires. Là, je vais y aller par la suite. Donc, André, est-ce que tu es toujours disponible pour prendre le micro? Je suis au micro. J'essayais d'activer ma caméra, mais comme je vous ai dit, je ne suis pas très beau aujourd'hui, pas très rasé. Mais bon, la caméra ne part même pas. Bon, Zoom n'est pas capable de la détecter. OK. Donc, Madame Poudelco, j'ai peut-être une question parce que, disons que je suis peut-être un peu complémentaire aux études que vous faites. Moi, j'ai vraiment les deux mains dans la production de cours en ligne. Je suis aussi intégrateur multimédia, donc évidemment, je négocie avec les codes, avec les éléments de médias et ainsi de suite. Donc, en fait, ma question était relativement simple parce que j'ai vu des cours de la TÉLUQ et je me demandais si vous croyez que vous allez changer votre modèle qui est hyper basé, pardon, mais très basé sur WordPress et PDF. Et si, dans le fin fond, vous alliez en fait considérer une refonte qui, à mon avis, serait évidemment nécessaire parce que votre modèle, entre vous et moi, là, technologiquement parlant, c'est le modèle qu'on utilisait il y a plus de 20 ans. C'est une question vraiment pour la technique. Là. Mais je comprends qu'au niveau de l'encadrement, vous faites un super bon travail. C'est qu'écoutez, moi, c'est juste que je vous dirais que je pourrais ronfler en regardant un nouveau cours, puis il y a des cours qui sont beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus interactifs. Bon, là, la question que vous soulevez est une question de conception. Donc, cette première phase là, de la conception du cours, quel modèle là, finalement va, on pourrait dire quelle structure là, hein? Quelle structure va prendre le cours, sur quel type de médias. Donc, vous semblez connaître principalement des cours qui sont sur des sites web, avec donc des documents PDF qui sont des lectures, j'imagine. En fait, je ne mentionnerai pas le cours, mais je peux vous dire qu'à quelque part, c'est des contenus de maîtrise et que c'est de la lecture textuelle sans arrêt. Puis Ouais. au nombre de médias qui nous sont accessibles aujourd'hui, au nombre de possibilités interactives, je pense que si la TÉLUQ porte le drapeau en enseignement en ligne, c'est comme, vous m'excuserez, mais on se fait battre par les autres provinces, mais largement. Oui, votre remarque est vraiment très intéressante. Donc, moi, j'ai regardé un petit peu au plan de la recherche comment finalement tous les outils de l'interaction et de communication là, qui sont devenus finalement très accessibles et faciles d'usage là, au début des années 2000. Comment donc ces outils-là, qui finalement ont été intégrés dans les cours en ligne des universités présentielles, donc ça a conduit à toute une explosion et un essor de cours en ligne dans les universités présentielles, qui, pour beaucoup, et comme vous le savez, c'est aussi le cas de la TÉLUQ qui s'est fait dépasser dans le nombre de cours par l'Université Laval. Maintenant, donc, ce que mes recherches, avec vraiment une analyse là, de ce qui s'est passé, ce que ça demande, c'est que les universités à distance traditionnelles, comme la TÉLUQ, effectivement, ont eu beaucoup de mal à intégrer davantage d'interaction dans leurs cours à distance. Hein? Les cours à distance qui, au départ, étaient toujours envoyés aussi de façon postale, c'était finalement des guides d'études, du matériel d'études. Donc, l'intégration de l'interaction, augmentation de l'interaction dans les cours, là, que ce soit dans les forums de discussion ou finalement de quelle façon, là, par courriel, par les wikis, de différentes façons. Ça a été... les universités à distance et la TÉLUQ, je pense, en fait partie, ont eu du mal à élargir cette palette interactionnelle-là. Maintenant, pourquoi c'était le cas? Ben, les modèles de l'inscription continue, ce qu'on appelle le self-paced, il est en partie responsable de cela parce que les étudiants, ils cheminent tout seuls.
enfin tout seul, ils cheminent de façon individuelle, c'est ça que je veux dire. Ce ne sont pas des groupes, ce ne sont pas des cohortes. Donc tous les outils de communication de groupe, les forums de discussion, même s'ils sont introduits, l'interaction finalement qui s'y passe là est plutôt limitée à des questions-réponses. Et souvent, les étudiants vont préférer aussi poser ces questions-là dans les courriels privés au tuteur ou à la personne qui encadre que de façon publique. Donc, il y a vraiment ce mode de cheminement qui fait que même lorsqu'on introduit des activités collaboratives, des activités de groupe, et il y a plusieurs professeurs qui ont essayé de les faire, les étudiants protestent. Ils ont du mal, étant donné que c'est des gens qui travaillent, ils ont du mal à se coordonner avec d'autres personnes. Et finalement, dans les commentaires qui nous sont adressés, moi, j'ai fait une évaluation de mes programmes de premier cycle en éducation et formation des adultes, et il en ressortait clairement que le plus grand atout de la TELUC, là, tel que perçu par les étudiants, c'est la flexibilité et justement le fait de ne pas dépendre d'autres personnes. Non seulement ne pas avoir à se déplacer, là, mais vraiment réaliser les travaux là, comme ils le souhaitent. Donc, cela nous amène à la question, finalement, c'est quoi l'interaction? Est-ce que l'interaction doit forcément être synchrone ou est-ce qu'il y a une façon d'amener l'interaction qui, même si elle est asynchrone, demeure quand même une interaction de qualité? C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Et puis, il y a aussi tout un aspect en ce qui concerne les cours comme les nôtres. C'est la question finalement, et c'est une très, très, très ancienne question qui a été posée déjà dans les années 70 là, par les chercheurs qui s'intéressaient à la formation à distance. C'est un petit peu l'équilibre entre l'indépendance et l'interaction, ou on pourrait dire la structure et le dialogue. Dans quelle mesure les cours sont vraiment suffisamment bien construits pour que l'étudiant puisse faire toutes les activités tout seul? Et dans quelle mesure, finalement, il doit offrir quand même la place à cette interaction? Donc, ce sont de belles questions. Moi, si vous voulez m'écrire, là, on pourrait changer davantage parce que personnellement, je suis beaucoup pour l'interaction. J'ai mis en place des activités wiki de toutes sortes. J'ai fait des publications là-dessus. J'ai aussi analysé les forums de discussion. Donc, ce que je peux vous dire, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un défi pour la TELUC. Maintenant, dans quelle mesure les autres, est-ce qu'il faut vraiment opter pour un format synchrone, genre classe virtuelle et donc la comprésence pour avoir plus d'interactions comme le font probablement d'autres universités? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Madame Poudelcourt, regardez, premièrement, c'était une question que j'avais posée à la TELUC, donc c'était large pour vous. J'apprécie énormément vos études et les données que vous nous avez données. C'est que là-dessus, très bon travail. Écoutez, c'est sûr que là, j'en profitais de poser une question à la TELUC, mais dans un sens dérivé de la chose, si jamais vous réécoutez le cours, vous pourriez dire c'est aussi un monsieur Loisel qui a posé la question. OK, mais tout ça étant dit... Qu'est-ce que monsieur Loisel? Je m'excuse de vous interrompre, c'est qu'on a vraiment beaucoup de questions, de commentaires, donc en lien vraiment avec l'encadrement. Donc, peut-être que vous pourrez continuer votre échange entre vous deux. Est-ce que ça vous va? Oui, ça me va. C'est bon? OK. On a Marie-Josée Tondreau qui attendait, qui avait levé la main, puis on a quelques commentaires dans le chat aussi. Donc, on avait, dans le fond, Nétim, je ne sais pas si je le présente bien, qui dit d'abord, merci pour la présentation. Je me demandais à quel point les tuteurs sont formés en pédagogie et en didactique afin d'encadrer efficacement les apprenants, au-delà de la relation d'aide, en fait. Oui, c'est une bonne question. Ils ne sont pas formés. Il n'y a aucune formation qui est offerte aux tuteurs à la TELUC et donc nous avons posé des questions sur la formation préalable. Donc, on a pu avoir quelques renseignements. Il y en a quand même pas mal, 80% qui ont suivi de leur propre chef des cours ou une formation quelconque là, dans les domaines plus de pédagogie, de communication, sciences humaines, parce qu'il y a aussi des tuteurs qui sont des spécialistes de contenu dans les disciplines plus, on pourrait dire, dures. Donc, mais sinon, non, il n'y a aucune formation. Ça, c'est aussi donc une conséquence, là, une bonne question là, qui apparaît suite à notre recherche. C'est la question de la formation à la TELUC. Oui, tout à fait. Merci. On va prendre l'intervention de Marie-Josée Tondreau là, qui avait la main levée depuis un petit temps. Marie-Josée, est-ce que tu es toujours disponible? Oui, je suis là. En fait, merci beaucoup, Madame, pour cette
C'était vraiment super génial, votre entretien ce midi. En fait, ça m'a fait... Moi, je suis au collégial. Je suis conseillère pédagogique aussi pour l'université à quelques fois. Et même quand ce n'est pas de la formation qui est en ligne, asynchrone, que ce soit hybride ou même en présentiel, on se rend compte que les enseignants ne sont pas nécessairement formés en pédagogie, donc en encadrement encore moins. Quand ils travaillent avec moi pour créer des formations en ligne asynchrones, parce que c'est vraiment pas seulement de l'asynchrone, mais c'est de l'hybride qu'on fait, nous, sous laquelle on se spécialise, que je leur parle d'encadrement s'ils ont la bouche ouverte et ils ne savent pas quoi dire. Donc, quand vous parlez de formation, écoute, moi, je veux mettre la main là-dessus ou je veux travailler avec vous, je lève ma main. Merci. Absolument travailler sur ce sujet-là. C'est primordial pour tout le monde, même pour le présentiel. Vraiment. Merci. J'attire votre attention. Il y a une formation autoportante là, qui a été produite sur la formation des enseignants, justement sur la pédagogie en enseignement supérieur par l'UQ. Je l'ai suivi, cette formation, et donc l'encadrement y est assimilé dans cette formation à la gestion de classe. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Puis c'est très malheureux parce que ce n'est pas nécessairement de la gestion de classe. Exact. Oui. On avait une autre intervention dans le clavardage là, de Sylvie Grimard. Est-ce que vous observez le sentiment de déconnexion pour certains apprenants, des fois en asynchrone, puisque l'interaction personnelle est plus difficile? Absolument. Absolument. Ces sentiments, quand vous parlez de déconnexion, j'imagine que vous pensez à un sentiment d'isolement ou de solitude. Oui, il a bien été identifié comme un des facteurs d'abandon dans les cours asynchrones. Merci. On a aussi Hassel qui nous dit on peut définir l'apprenant comme un sujet singulier. Donc, former les tuteurs à la relation d'aide doit-il tenir compte de la variété des profils des apprenants? Tout à fait. Tout à fait. Il y a quelques travaux en France, notamment Viviane Glickman, là, qui, dans le cadre plus européen, a travaillé justement sur les profils des tuteurs et les profils d'apprenants. Elle a écrit des articles là-dessus que nos tuteurs à la télé qu'on trouvait bien utiles quand ils les ont lus. Oui. On a Cyril qui nous dit avons-nous des données qui lient le développement de la relation d'aide et une meilleure réussite des étudiants? Oh, là, ça c'est vraiment plus difficile comme question. Est-ce qu'on a vraiment des données là-dessus? Oui, il y a plusieurs méta-analyses sur la question de la relation ou interaction dans les cours à distance, pas uniquement dans les universités à distance, mais de façon générale, dans les cours à distance, qui démontrent que oui, qu'il y a une relation significative positive du sentiment de la perception de d'une relation humaine dans le cours à la réussite. C'est bon. On va prendre encore quelques petites interventions. Là, on a ici, merci pour votre riche présentation. Je travaille actuellement sur les interactions en ligne via les éléments asynchrones dans une plateforme au Maroc. Ma question est de savoir si les compétences que vous venez de partager avec nous sont aussi applicables pour quelconque plateforme pour faire une analyse des interactions des étudiants et les tuteurs. J'imagine que oui, qu'on pourrait l'utiliser de cette façon-là. C'est sûr que c'est une question, si vous voulez analyser un petit peu les échanges, oui, il faut construire un guide, un outil qui permettra de raccrocher les échanges. Finalement, les compétences deviennent comme une grille d'analyse. Je pense que c'est possible de le faire. On a aussi des gens qui commentaient là, par rapport à votre réponse à M. Loisel. Belle réponse. On parlait aussi qu'au niveau de l'asynchrone, c'est sûr que l'utilisation de capsules, d'outils comme Edpuzzle, certaines interactions asynchrones peuvent être ajoutées. Je suis en train de revoir si on a d'autres petits commentaires. S'il y en a qui veulent prendre le micro aussi, on a peut-être le temps pour une dernière intervention. Je pense que... Ah, OK. Oui, Lindsay. Je vais retourner là. Lindsay me dit... Est-ce que tu voudrais prendre le micro, Lindsay? Ah oui, c'est ça. C'était pourriez-vous revenir au 2e et 7e point, s'il vous plaît? J'aimerais savoir... Ah. Bonjour, non, c'était juste pour revenir... merci pour votre présentation. C'était juste pour revenir donc au point 2 et point 7. C'est juste que ma question, c'est...
est-ce qu'on prend en considération la connaissance ou la maîtrise des outils technologiques, étant donné que ce sont des formations en ligne, si on tient compte de la maîtrise de ces outils pour l'encadrement? C'est parce que moi-même, j'ai suivi des cours en ligne et puis il y a toujours des questions d'ordre technique et puis les tuteurs ou les personnes qui sont censées encadrer ne maîtrisent pas ces outils-là. Oui, Alors, c'est une de nos compétences, maîtriser les outils, etc. Et puis aussi choisir les bons outils de communication. Dans les échanges que nous avons eus avec le groupe de travail, il était pas mal question de, OK, est-ce qu'il vaut mieux utiliser le téléphone? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser le courriel? Dans quelles circonstances? Donc, tout ça, ça permettrait peut-être d'établir certaines bonnes pratiques là, par rapport à l'usage des outils. Maintenant, en ce qui concerne les outils techniques, bah, aujourd'hui, en tout cas dans le contexte de l'atelier, qui sont comme des outils courants, là, ils ne sont pas bien compliqués. Une fois là qu'on a connu, qu'on sait utiliser les courriels, peut-être les forums, les visioconférences, il y a plusieurs types. Il n'y a pas tellement là d'usage des outils. Évidemment, il y a tous les outils aussi qui sont les outils de plateforme, là, de gestion des étudiants là, qui ont beaucoup évolué aussi par rapport à la rétroaction numérisée. Donc, il y a beaucoup de changements qui sont faits de ce côté-là pour faciliter justement le passage aussi entre le papier et l'écran. Donc, sur ces sujets plus techniques, il y a eu des formations qui ont été données chez nous à toutes les personnes qui encadrent la rétroaction numérisée. Une des compétences là le plus en demande, en fait, c'est la compétence vraiment de comment fournir une rétroaction constructive. Qu'elle doit être rapide, c'était un point important souligné par rapport à la motivation des étudiants. Maintenant, en quoi consiste vraiment une bonne rétroaction constructive lorsque elle est faite principalement par, on pourrait dire, par écrit? Et quels sont les autres outils qu'on pourrait utiliser aujourd'hui? Par exemple, on peut fournir maintenant des rétroactions audio, faire des petites capsules. Là. Donc, il y a plusieurs outils qui favorisent cela et ça permet de donner une rétroaction probablement bien plus personnalisée que par écrit, qui peut être vraiment appréciée. Donc, il y a quand même des possibilités d'enrichir une interaction asynchrone de façon à ce qu'elle devienne finalement, on pourrait dire, plus humaine. Merci beaucoup. On va clore l'atelier, mais je veux vraiment vous remercier infiniment, Madame Pudelko, pour votre bel atelier qui était tout à fait pertinente en ce qui concerne l'encadrement. Puis comme le mentionne, entre autres, Marie-Josée Tondreau, elle dit dans le fond, l'interaction et l'encadrement, c'est deux sujets différents. Puis aujourd'hui, on a vraiment été chercher ce qu'on avait besoin là, en termes d'encadrement de ce que vous nous apportez au terme de votre recherche. Fait qu'on vous remercie beaucoup. Et c'est vraiment un bel atelier. Merci à tous d'avoir été présents aussi. Et je vous invite à ne pas hésiter à m'écrire. Il me fera plaisir de continuer des échanges ou même entamer des projets, qui sait, avec les personnes intéressées. Au plaisir. Merci, au plaisir. Merci, au revoir. Puis on vous invite, ceux qui sont encore présents, là, à vous joindre aux autres ateliers de la semaine de la formation à distance, toujours avec le même lien, là, Fadio, que vous êtes en ce moment. Et merci à vous tous d'être là.